Depuis 18 000 ans, nous sommes en phase de réchauffement climatique. Après un arrêt d'environ 6 000 ans, la température augmente à nouveau, sans que l'on sache où cela va nous conduire. L'homme est désigné comme responsable par certains. Ce n'est pourtant pas la première fois que l'humanité a connu un tel phénomène. En effet, il y a 125 000 ans, notre planète a vécu un épisode comparable. On le désigne sous le nom d'éémien ou stade 5e. À cette époque, l'homme était déjà présent sur Terre. Notre ancêtre néandertal a été confronté à ce réchauffement et a donc dû s'adapter à ces variations du niveau marin. Pourtant, à cette époque, l'industrie se résumait à la taille du silex. La production de gaz carbonique d'origine anthropique ne pouvait donc pas être à l'origine de ce réchauffement. En comparant les données du stade 5e avec ce que nous observons aujourd'hui, il sera peut-être possible de faire la part entre ce qui est d'origine naturelle et ce qui est lié à l'industrie humaine. C'est le but de la mission Karst Odyssée. Nous recherchons dans les grottes marines de Méditerranée les traces des anciens niveaux marins du stade 5e. Le navire Triton, un ketch Nautica de 38 pieds, a été aménagé spécialement pour ce projet. Première étape de notre voyage, la région des Calanques de Marseille. Ali Yamaç, spéléologue turc, est venu spécialement pour participer à la mission. Nous débutons par la recherche de plages fossiles. Les affleurements sont rares, mais en inspectant soigneusement les éboulis de versants, nous finissons par retrouver d'anciens galets, témoins indiscutables de la présence de la mer à plusieurs mètres au-dessus du niveau marin actuel. La taille importante de certains éléments exclut toute possibilité qu'une tempête les ait conduits dans cette position. Nous mesurons soigneusement l'altitude de ces dépôts. La mission se poursuit en explorant les différentes calanques du parc national. Triton se dirige maintenant vers la calanque d'Envaux. Plusieurs grottes marines y ont été repérées. Dans l'une d'elles, nous trouvons un vestige de trottoir à lithophyllum. Il a été construit par des algues rouges dans la zone de battement des vagues. C'est un marqueur parfait de la position du niveau de la mer. Comme les galets précédents, il se trouve à une altitude d'environ 6 mètres. Les conditions marines ne nous permettent pas d'explorer toutes les grottes, mais nous poursuivons notre mission dans les calanques en direction de l'archipel de Rive. Grottes et dépôts marins y sont finalement assez rares, mais nous observons quand même des plages perchées à plusieurs mètres de hauteur. Les calanques de Marseille et Cassir renferment donc les vestiges de ces anciens niveaux marins. La mission doit maintenant se poursuivre vers d'autres zones. Triton se dirige vers la Corse. Le bateau quitte le continent pour traverser le bassin ligure. Une navigation d'une quinzaine d'heures nous attend. Les conditions marines sont excellentes, avec une légère brise qui nous permet de suivre une allure confortable. Après cette longue navigation, la côte ouest de la Corse apparaît enfin. Notre première destination est Saint-Florent, à la base du Cap Corse. Nous avons choisi cette zone car, contrairement au reste de la Corse, on y rencontre des molasses, une sorte de roche calcaire où des grottes peuvent être présentes. Notre première destination est la grotte du Bandito. Elle est pointée sur toutes les cartes. Une courte escalade permet d'atteindre la cavité. Cette première exploration est très décevante. La grotte du Bandito n'est qu'un simple trou dans la falaise. Heureusement, ce n'est pas la seule grotte de la région et nous poursuivons notre inspection le long des falaises du secteur de la Punta di Saetta. Nous découvrons soudain l'entrée d'une cavité qui semble de grande taille. Nous pouvons y entrer en bateau. Très rapidement, l'observation des parois nous permet de découvrir ce que nous recherchions. Elles sont totalement recouvertes de perforations de phollades. Ces petits animaux marins, comparables à des moules, percent la roche pour se faire un abri. On les rencontre jusqu'à 20 mètres de profondeur. Ces perforations sont un témoin indiscutable de la présence de la mer. La poursuite de l'exploration de la grotte nous montre qu'il s'agit d'une cavité importante. De nombreuses stalactites et stalagmites sont aussi observées,
qui nous permettront de faire des datations. Nous décidons donc de consacrer une séance complète à l'exploration, la topographie et la collecte d'échantillons dans cette cavité. Le lendemain, l'équipe se prépare donc pour cette nouvelle séance. Les moindres recoins de la cavité sont explorés. Hormis les perforations de pholade, les petites moules lithophages, nous recherchons aussi les niveaux de galets. Nous les rencontrons partout, parfois collés au plafond de la grotte. Le travail de topographie consiste à mesurer la longueur, la direction et la pente des différentes parties de la grotte. Nos outils sont un télémètre laser, un compas et un clinomètre. Le travail terminé dans un secteur, nous pouvons poursuivre l'exploration des autres parties de la cavité. Nous observons que certaines de ces perforations de pholade ont affecté des stalactites et des stalagmites. C'est une donnée particulièrement intéressante car grâce à cela, il sera possible, en datant ces concrétions, de préciser l'âge des perforations. Quelques coups de marteau suffisent pour décrocher un échantillon. Nous descendons maintenant vers le sud, en direction de Bonifacio, où se trouvent des roches comparables à celles de la région de Saint-Florent. La navigation est sans encombre et nous fait longer la magnifique zone de Scandola avec ses falaises rouges. À l'extrême sud de la Corse, les falaises de Bonifacio forment un ensemble très pittoresque, crevé lui aussi de cavernes, dont la célèbre grotte marine du Sdragonato. C'est un lieu très prisé par les touristes où de gros bateaux peuvent entrer sous terre. Cependant, nous ne trouvons aucun des indices que nous avions rencontrés à Saint-Florent. Même en inspectant la roche à l'aide de jumelles, il est impossible de trouver quelque trace que ce soit de perforation de lithophage. La suite du voyage nous conduit en Sardaigne. La traversée des Bouches de Bonifacio est toujours une expérience un petit peu douloureuse, car le vent et les vagues sont omniprésents. Et puis peu à peu, les conditions marines deviennent plus favorables, et nous longeons tranquillement le littoral nord de l'île pour passer sur la côte ouest, en direction du secteur d'Alghero. C'est une zone comparable aux calanques de Marseille, où se trouvent de magnifiques falaises de calcaire blanc. C'est le but de notre voyage. Les baies d'Alghero et de Porto Conte forment des abris parfaits, et les parois sont crevées de dizaines de grottes. C'est l'endroit idéal pour que Triton jette l'ancre, bien protégé des conditions marines du large. La première cavité étudiée nous permet de découvrir des traces de niveau marin qui, comme en Corse, se situent aux environs de 5 mètres d'altitude. Là aussi, un levé topographique est indispensable pour pouvoir positionner correctement les différents indices que nous observons. Alors, on a à peu près 5 mètres en fait. Des observations similaires sont faites dans les différentes grottes que nous pouvons explorer tout autour de la baie de Porto Conte. Partout, les niveaux de perforation atteignent jusqu'à 5 mètres d'altitude. Il est clair que dans ce secteur, le niveau marin du stade 5E n'a pas dépassé cette hauteur.
Triton est à l'ancre, bénéficiant du calme de la baie de Porto Conte. Mais à l'extérieur, la mer s'est levée, rendant impossible toute inspection des grottes littorales. Nous décidons néanmoins d'aller visiter une cavité aménagée pour le tourisme, la Grotta di Nettuno, située à l'extrémité du cap de Caccia. Une volée de 600 marches permet de descendre le long de la falaise jusqu'au niveau de la mer. Au ras de l'eau s'ouvre une cavité protégée des vagues par un seuil rocheux. C'est une vaste salle d'environ 100 mètres de diamètre, entièrement occupée par un lac d'eau de mer particulièrement tranquille. L'endroit est richement concrétionné. Stalactites, stalagmites et colonnes, alimentées par les eaux de percolation à travers les calcaires du Capo di Caccia, y foisonnent, offrant un spectacle grandiose. Et c'est en admirant cette grotte touristique que nous découvrons ce que nous recherchons non sans difficulté depuis le début de la mission Karst Odyssey. Les anciens niveaux de la mer du stade 5E ont modifié la croissance des concrétions. Ils apparaissent sur les parois comme soulignés par des traits de peinture. Gif-sur-Yvette. La mission se poursuit en région parisienne. C'est à Gif-sur-Yvette que se trouve un des partenaires du projet, le LSCE, le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il va procéder à la datation des échantillons que nous avons collectés. Edwige Pons est en charge de ce travail. Elle examine soigneusement les pièces que nous avons prélevées dans les différentes grottes. La suite de l'opération impose de revêtir une tenue adaptée pour éviter les pollutions. C'est Lorda Folio qui doit maintenant préparer les roches. La calcite est dissoute à l'acide chlorhydrique pour en extraire l'uranium et le thorium qui doivent être dosés en phase liquide. De ce travail minutieux dépendra la précision des mesures. L'étape suivante demande à nouveau de revêtir une tenue spéciale pour accéder à une salle protégée. C'est là que se trouve l'accélérateur à particules qui va permettre de séparer les isotopes de l'uranium et du thorium. Leur dosage permettra de calculer l'âge des échantillons. L'ordinateur délivrera par la suite les résultats sous le regard critique d'Éric Douville, chef de l'équipe Géotrac. Une longue phase de correction, de validation et de traitement des résultats pourra débuter. Mais d'ores et déjà, nous pouvons dire qu'il y a 125 000 ans, un processus purement naturel a fait monter les mers de 5 mètres, avec une vitesse pouvant atteindre 4 cm par an. Cela semble à nouveau se produire. Nos ancêtres se sont adaptés. Comment le ferons-nous ?